Pix Plus Sport vous présente le Champions Club. C'est le Champions Club, présenté par Vincenzo Turo. C'est incroyable! Oh, c'est de là! C'est pour ça que la Ligue des Champions est la plus belle compétition au monde! Ciao les amis, bienvenue dans le Champions Club, deuxième émission de cette année 2022 pour la suite des huitièmes de finale. Allez, on vous détaille le programme dans quelques instants. Bien sûr, le studio est complet avec d'un côté Jonathan Lange, rédacteur en chef du Cahier Sport de l'ADH. Salut John. Salut Vincenzo, bonjour à tous. Et puis en face, il y a Thomas Châtel, un de nos Salut experts. à toutes et à tous. Tout va bien Thomas? Très très bien. Prêt pour cette nouvelle semaine de Ligue des Champions? Sur le départ, dans les starting blocks. Ah oui, parce qu'il y a un beau Villarreal Juve au programme. Magnifique, première fois que je vais à Villarreal et ça me plaît bien, ça me dit bien d'aller voir cette petite ambiance de ce stade. Oui, ce stade, la Ceramica avec le soleil en plus, franchement. La vie est belle. On regarde le programme de la semaine, bien sûr, le programme qui nous attend, qui vous attend. Vous serez au rendez-vous mardi soir et mercredi soir sur Pix Plus Sport avec le multilive dès 20h15. Il y a Chelsea, Lille et Villarreal, Juve et donc pour mardi, mercredi, Atlético, Man U, Benfica. Ajax, au niveau des Belges, pas de Carrasco, je le rappelle, suspendu pour 3 rencontres, lui qui avait été exclu face à Porto. Par contre, il y aura du Lukaku, du Onana, du Vertonghen. On y vient dans quelques instants. La Juve qui seront décimés en Espagne. Dybala forfait, Chiellini, Bonucci, Rugani, plus Bernardeschi, Chiesa. Eh bien, ce sera un match assez compliqué pour les Italiens. Merci de nous écouter en podcast et merci de nous suivre aussi sur les différentes plateformes. On commence comme d'hab avec le coup de cœur de la semaine et côté John, côté français, forcément, c'est un coup de cœur qui nous coûte cher puisque c'est un coup de cœur à 1 million d'euros la semaine. Ouais. Prendre avec des pincettes cette info de The Independent quand même, c'est quand même assez marrant qu'il y ait des médias étrangers au Paris Saint-Germain qui arrivent à avoir des infos comme ça. Soit, non, forcément Kylian Mbappé pour son but. Parce que faire ce qu'il fait à ce moment-là du match, c'est quand même très costaud, on est dans le temps additionnel. J'ai bien aimé son discours aussi, qui dit tout finalement du rapport de force qu'il peut y avoir dans une surface de réparation où c'est l'attaquant qui est maître, même s'il est face à 2 défenseurs. Donc voilà, quand je le vois, je sais pas ce qu'en pense Thomas, mais j'ai l'impression de voir Ronaldo 1.0. Le premier Ronaldo, le vrai Ronaldo, avant ses graves blessures au genou, c'est vraiment impressionnant. Au phénoménal. Ouais. Oui, non, il est sur le toit de l'Europe et j'ai envie de dire du monde du football pour l'instant. Il a pas son pareil et cette accélération en effet peut rappeler un certain Ronaldo. J'ai pu encore m'en apercevoir contre Nantes. Il est ciblé par les défenseurs aussi. C'est même dangereux. Ça en devient dangereux parce que quand il a 2 mètres de retard, il se retrouve finalement devant la limite du défenseur. Et du coup, ça peut amener des tacles dangereux. Oui, le grand écart du PSG, vainqueur du Real et puis qui a chuté face aux Canaries et leur excellent gardien Alban Lafont qui a été excellent, je le disais. Alors, le coup de cœur de Thomas, tu nous emmènes où? Je vous emmène dans un 8e de finale à couper de souffle, un 8e de finale aller, Inter-Liverpool. Ce match avait tout d'un match de Ligue des Champions, comme on les aime. Vincenzo, on était là en studio et franchement, on était, c'était à couper le souffle. On était fatigués pour eux. Analyser ce match on avait le couple soufflé, intensité incroyable, un attaque-défense constant. Des cas d'école de sortie de défense sous pression, notamment et surtout de l'Inter. Et finalement, Liverpool qui s'en sort grâce à l'usure, j'ai envie de dire, par épuisement et finalement par chaos grâce à son banc. Firmino, notamment Diaz, Henderson, quand vous pouvez vous permettre de faire monter ces gars-là. Voilà, on a vu sur la fin que l'Inter, les 15 dernières minutes, c'était 15 minutes de trop. Ouais, c'est vrai, la différence s'est faite là, vous avez raison, avec le talent et le luxe à la disposition d'un certain Jürgen Klopp. C'est vrai qu'ils prennent une belle option sur la qualif d'ores et déjà. On y vient aux affiches de cette semaine avec l'immanquable. C'est parti, c'est Chelsea-Lille. L'immanquable.
Oui, et du Diable Rouge, forcément de part et d'autre. Enfin, quoique j'anticipe peut-être avec Amadou Onana, capitaine des Diablotins, mais du Diable Rouge côté Blues, c'est la thématique du week-end. Hein. On ne peut pas passer à côté de Romelu Lukaku et de son triste record, 7 ballons touchés face à Palace ce week-end. Mais que s'est-il passé avec Big Rom? Stat incroyable, 7 ballons touchés, dont celui sur le coup d'envoi. Ouais. Un seul touché dans la surface de réparation. Après, il y a un ballon qui a failli être décisif parce que ils ont marqué un but qui a été refusé pour une position de hors-jeu de Lukaku quand il a vu sa frappe repoussée par Gaïta revenir dans les pieds d'Ziyech qui avait marqué, mais but refusé. Franchement, un mystère, mais un mystère à analyser, je pense, au travers de 2 prismes. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est lui qui fait pas les bons appels ou est-ce que ce sont finalement ses coéquipiers qui ne le servent pas non plus parce que voilà, c'est un peu le principe de l'œuf ou de la poule. Il y avait une analyse très intéressante d'Alan Shearer là-dessus sur le plateau de Match of the Day où on voit qu'il fait pas forcément tout le temps les bonnes courses, mais est-ce qu'il fait pas les bonnes courses parce qu'il sait qu'il va pas avoir le ballon ou justement est-ce qu'il doit pas encore faire plus de courses pour provoquer les passes qui doivent arriver? C'est vraiment un débat compliqué l'entourant. Oui, la faute à qui? C'est ça la question. À Romelu, à ses partenaires, à Tuchel, Thomas? Pour moi, il y a un aspect tactique et un aspect mental. L'aspect tactique, il est le suivant, c'est-à-dire on a un joueur qui aime avoir des espaces, qui a connu ses plus beaux succès avec des entraîneurs qui construisaient une équipe autour de lui, à savoir Martinez et Conte. C'est-à-dire une équipe qui revenait du coup très bas pour laisser justement l'espace vers l'avant. Et quand on joue comme ça avec Lukaku, c'est un des meilleurs attaquants du monde. Ici, il est arrivé dans une équipe qui venait de gagner la Ligue des Champions et qui donc avait installé une certaine tactique, alors parfois en reconversion rapide, mais avec des joueurs quand même qui jouaient beaucoup entre les lignes et qui pouvaient aussi dominer l'adversaire. Donc il y a cette partie tactique et puis l'aspect mental quand vous arrivez dans une équipe qui a gagné la Ligue des Champions, avec un style de jeu. Et pourquoi certains joueurs iraient s'adapter alors qu'ils viennent de tout gagner à un joueur qui joue totalement autrement? Pourquoi l'entraîneur aussi ferait ces changements-là, même s'il a voulu Lukaku? Donc là aussi on est dans un paradoxe et pour l'instant on ne trouve pas les solutions et on sent un malaise du côté du joueur mais aussi du côté de ses coéquipiers, un peu à l'image de ce qui s'est passé entre Pulisic ce week-end et lui. Lukaku qui s'était penché d'ailleurs dans la presse italienne il y a quelques semaines de cela, ce qui lui avait valu une solide amende aussi. On s'en souvient. Est-ce qu'on peut parler d'erreur de casting d'avoir été chercher Lukaku qui rêvait de revenir à Chelsea et de porter ce maillot-là? Le premier passage avait été un échec quand même. C'est son club lui de en cœur. rêvait, mais Chelsea aussi en rêvait. Chelsea avait besoin d'un attaquant. Ils ont gagné la Ligue des Champions sans véritable avant-centre. On se souvient des critiques qui escortaient l'année dernière toute la saison de Werner, qui travaille beaucoup pour le collectif, mais c'est pas forcément non plus ce qu'on demande à un avant-centre qui doit d'abord être un finisseur à mes yeux. Après, la question du profil, je suis d'accord avec Thomas, mais quand on investit autant sur un joueur, à un moment donné, il faut exploiter ses qualités aussi. Là, elles sont clairement pas mises en valeur. Et concernant cette fameuse interview, Thomas Tuchel est quelqu'un de très têtu. Il a des principes, on l'a vu au PSG où il s'est vertué à faire jouer Marquinhos, un défenseur central, au milieu de terrain, et Danilo, un milieu de terrain récupérateur en défense centrale, alors qu'il n'avait jamais joué à ce poste-là, si ce n'est 3 matchs aux Pays-Bas quand il était prêté, quand il avait 20 ans. Voilà, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est cassé. Et sur le côté mental, Romelu Lukaku, il a été meilleur à quel moment de sa carrière ? Thomas le disait, quand l'équipe a été construite autour de lui, quand il y avait une vraie alchimie aussi avec son entraîneur, il l'avait avec Martinez, il l'avait avec Conte, il ne l'avait pas avec Mourinho et il l'a pas avec Tuchel. En attendant, sa moyenne de la saison en termes de ballons touchés, ça tournait autour des 27. Ici, il a touché le fond. Avant cela, il y avait eu 20 face à City, c'était en 2021. À l'Inter, il était quand même à quasiment 36 ballons touchés par match. Donc il y a un vrai gap. On va pas parler d'Everton où là, il explosait tout. En Ligue des Champions, j'ai été regarder ses stats quand même, puisque c'est la compétition qui nous intéresse. Il était 4 fois titulaire. Il a marqué 2 fois. C'était contre le Zénith, mais par contre, face à la Juve, il a joué qu'un seul des 2 matchs, et là il avait été complètement muselé, on s'en souvient, à part une occasion qui s'était créée sans cadrer. Voilà, on l'a aussi transféré
forcément pour jouer le titre et la Première Ligue, mais pour aller le plus loin possible et devenir ce buteur que Chelsea attend en Ligue des Champions. Hein. Oui, mais voilà, tant qu'on est dans les chiffres et de sa dépendance des coéquipiers, il a reçu 28 passes ce week-end. En général, lors de ses premiers matchs, il en avait reçu 59 par match. Donc là aussi, est-ce qu'il y a moins cette volonté d'aller le chercher du côté de ses coéquipiers? Est-ce que dans ses courses, comme John l'a expliqué, il a été moins bon, ou il est un petit peu moins bon. Dans les petits espaces, c'est plus compliqué d'aller le trouver. Voilà, il y a des tas d'explications. Il y a, pour l'instant, Alonso était sur le banc, donc les centres venaient moins. Le but vient d'un centre d'Alonso qui était monté en cours de jeu. Voilà, mais c'est sûr que tant qu'on n'amène pas soit des ballons dans la boîte sur les côtés, soit qu'on joue bas, on jouera pas avec les qualités de Lukaku. Donc, pour toi, il faut s'adapter à Lukaku. Oui, Lukaku, c'est un joueur auquel je pense vraiment une équipe doit s'adapter, parce que lui, s'adapter à un système plus haut, je pense pas qu'il le fera. En attendant, il y a cette première confrontation face à Lille, et la question qu'on se pose, que les médias anglais se posent aussi, c'est est-ce qu'il va commencer la rencontre? Et c'est une vraie question quand on évoquait Tuchel, il est capable de le renvoyer sur le banc. Ouais, c'est à double tranchant. Le problème, c'est que là, si tu le mets sur le banc, t'as des risques de le perdre, quoi. Et pour très longtemps, parce qu'on sait déjà, il suffit de refaire l'historique de sa saison avec cette fameuse interview. Je pense qu'il a quand même dû laisser des traces aussi dans le vestiaire. Et puis un précédent, Manchester United, quand il a commencé à être mis sur le banc, on a vu que ça n'a fait que s'empirer au fur et à mesure dans sa relation avec Mourinho. Et là, c'est perdu, quoi. Ouais, globalement, ouais, c'est un vrai choix qui sera guetté. Et il y a du pour, du contre, mais c'est très risqué quand même de le mettre sur le banc. Ouais, ça reste quand même un joueur que Tuchel utilise beaucoup. Hein. C'est le 8e temps de jeu de l'équipe et le premier au niveau des joueurs offensifs, juste après Mason Mount qui lui sera blessé. C'est le meilleur buteur, le meilleur passeur. Il a d'autres possibilités. On parlait de Werner, mais avec Havertz, Pulisic, Ziyech, il peut aussi jouer avec un faux numéro 9 s'il le souhaite. Ce qui sauve sa saison pour l'instant, c'est son but en championnat du monde des clubs, hein, qui donne pratiquement ce titre de champion du monde des clubs. Pour l'instant, c'est un peu sa réussite dans sa saison pour Chelsea. Alors Chelsea favori, forcément, Tuchel face à Lille. Alors pour préparer cette émission, on échange beaucoup de SMS, de WhatsApp avec Jonathan Lange, et à chaque fois il me disait Tuchel et Lille, Tuchel et Lille. Je dis mais j'ai pas posé la question, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Mais dis-nous tout. Déjà son bilan contre Lille, c'est 5 matchs, 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. C'est un bilan qui peut paraître quand même somme toute correcte. Oui. Mais les 2 contre-performances lui ont fait vraiment très très mal. La première, c'est le 14 avril 2019. C'était peu après l'élimination contre Manchester United, où déjà là, ça allait pas fort du tout pour lui. Ils avaient perdu 5-1 quand même, les Parisiens. Fameuse claque, oui. Au stade Pierre-Mauroy. Et le dernier match qu'il a joué face au LOSC, c'est son avant-dernier match avec le Paris Saint-Germain. C'est un triste 0-0, il n'y arrive pas du tout contre Lille. Après, il réussit l'exploit de battre cette formidable équipe qu'est le Racing Club de Strasbourg. Mais plus sérieusement, il est démis de ses fonctions dans la foulée. Donc Lille, ça a été vraiment une cassure dans sa carrière au Paris Saint-Germain. Ouais, il y a des clubs comme ça, pour qui ou contre qui ça ne fonctionne pas. En attendant, Tuchel face à Gourvenec, j'ai juste vu ça aussi et je l'ai noté. 9-0 quand même quand Gourvenec entraînait Guingamp. Donc voilà pour la balance. L'underdog lillois, l'outsider lillois, c'est Amadou Onana, le capitaine des Diablotins, qu'on a eu l'occasion de rencontrer la semaine dernière du côté du domaine de Luchin, qui évoque pour nous cette double confrontation. Au moment du tirage au sort, quand on voit le nom de Chelsea apparaître, on dit quoi? Moi, je me dis, c'est beau. C'est la seule chose que je me dis. Je me dis, c'est beau, ça va être dur, mais c'est exceptionnel. Quel joueur ne rêverait pas de jouer à Stamford Bridge? On a, je pense, un coup à jouer. Ouais, pourquoi? On est vu encore une fois comme underdog. ce que je viens de te dire après, c'est clair qu'ils partent comme gros favoris. Ils jouent à un très haut niveau. Ils ont gagné la Champions League l'année passée, c'est pas pour rien. Beaucoup de respect, mais je pense qu'il faudra tout donner, tout. Il faut aller au-delà de ce qu'on fait d'habitude pour essayer d'aller chercher quelque chose. Ouais, voilà, garçon plein de maturité, franchement très impressionnant, interview à découvrir donc demain soir dans le Multilive dans son intégralité. Underdog lillois quand même pour le petit jeu de mots. Ils sont seulement 11e de Ligue 1, ils viennent de faire 0-0 face à Metz. Il s'est passé pas mal de choses aussi en fin de match avec Sylvain Armand et Antonetti. C'est 8 sur 18 en 2022. Oui, c'est une équipe qui souffre depuis la reprise. Ils n'ont pas gagné un match en 2022, tout simplement. Ils ont gagné quand même à Montpellier. Ouais. Petite erreur de ma part. Mais
Leur campagne de Ligue des Champions est déjà réussie parce que Lille avait de grosses difficultés à montrer l'étendue de son talent ancien. Ils sont quand même sortis premiers de leur groupe. Faut pas l'oublier avec Donc, un 9 sur 9 pour terminer. Donc voilà, personne ne les voyait. C'est un groupe qui était très très dense, très homogène quand même, où il y avait notamment Wolfsburg. Mais là, honnêtement, la marche, elle est encore un peu trop haute, je pense. Ouais. Wolfsburg, Séville, Salzbourg aussi, c'était costaud. Avec un Iconé qui est parti entre-temps et qui quand même avait une certaine importance dans ce 11. Donc mais il y a un thème Ben Arfa, sait-on jamais. Oui, c'est vrai. Ouais, à 34 ans, voilà, est-ce qu'il est capable d'un exploit sur la scène européenne? Sur un éclair contre le PSG, sur un de ses premiers ballons, on a vu toutes ses facultés d'élimination. C'est Rioux, l'ancien gardien de Charleroi, qu'il avait connu à l'OM, qui nous avait une fois raconté ça. Les premières séances de Ben Arfa, il prenait le ballon, il driblait tout le monde. Mais c'est vraiment ça, Ben Arfa. Donc, avec lui, sur un éclair, il peut déséquilibrer n'importe quelle défense. Après, voilà, ça va être quand même très très compliqué pour les Nordiques. Il faudra espérer pour notre ami Amadou qu'il ait du temps de jeu, parce qu'il est 4 fois titulaire depuis 2022 sur les 7 matchs, je pense. Donc voilà, espérons qu'il puisse jouer des matchs. Ouais, il grandit et il nous le disait, il se confiait, le plan se met en route. On sait que JK, un de ses concurrents, est en fin de contrat, que André, lui, c'est un titulaire indiscutable. Mais voilà, il grappille des minutes et puis il a un profil, on en a déjà parlé, très intéressant pour un coach, grand, costaud, capable de se projeter. Il a du jeu aussi dans ses pieds. Oui, c'est vrai. Et il y a de la concurrence avec Sanchez qui est là aussi, qui aussi, c'est vrai. Qui est monté quelques minutes et qui pourrait être titulaire face à Chelsea. Donc il y a de la concurrence, mais ce profil-là, tout comme on en a déjà parlé chez les Diables, il y en a très peu avec cette palette-là et ce potentiel athlétique. Il a une chance d'être au coup d'envoi demain à Stamford Bridge? Je pense qu'on va plus jouer sur l'expérience. Et puis Thomas le disait, Renato Sanchez, il est programmé aussi pour la Ligue des Champions. Donc, Voilà, tu nous parlais d'Atem Ben Arfa, il y a Burak Yilmaz, il y a Jonathan David aussi devant qui connaît un petit coup de mousse. Ça n'empêche pas la Gazzetta d'en avoir fait sa une la semaine dernière, regardez, parce que l'Inter doit se renforcer devant. Il y a évidemment le dossier d'Ibala, il y a Scamaca du Sassuolo, mais aussi Jonathan David qui plaît à de grosses écuries et notamment au Nerazzurri. Ouais, ils ont vu ce que ça avait donné avec Osimhen, qui a eu plus ou moins la même trajectoire, Belgique, Lille. Et puis l'Italie, donc on est sur un autre profil, mais aussi un attaquant et avec bourré de talent. Donc je ne doute pas que Lille ne sera pas la fin de l'étape pour lui. Un petit bémol sur la surface financière de l'Inter, quand même, on a dû faire de grosses économies. Jonathan David sera minimum 50 millions d'euros, je pense, vu les prétendants qu'il y a en Angleterre. Donc ce sera peut-être un peu cher pour l'Inter. C'est son coéquipier qui conclut le dossier. Jonathan David, écoutez Amadou Onana. Pour moi, c'est sans aucun doute. Je dis pas ça parce que j'ai une très bonne relation avec lui, non, mais je pense que les qualités qu'il a, c'est des qualités pour aller chercher le très haut niveau et c'est ce que je lui souhaite en tout cas. Quand tu le vois jouer, qu'est-ce qui te frappe? Pourquoi tu dis il a les qualités? Mais quelles qualités il a? Son aisance technique, sa finition devant le but, pour moi c'est un tueur devant le but. Son flair, son sens de l'orientation. Il sait tout faire, il sait contrôler un ballon, il sait remiser, techniquement il est à l'aise. Pour moi c'est un attaquant moderne, tout simplement. Voilà, un attaquant moderne qui a toutes les qualités pour performer au haut niveau. Il devra le prouver dans sa double confrontation face à Chelsea, lui qui reste sur 6 matchs sans marquer, lui qui a marqué 12 fois en Ligue 1, comme un certain Kylian Mbappé. Chelsea-Lille, donc mardi soir, c'était l'affiche. On passe à la page Diable Rouge désormais. Noir, jaune, rouge. Et on va évoquer la situation de Jan Vertonghen qui, avec le club lisboète de Benfica, va donc affronter l'ex de Vertonghen, l'Ajax Amsterdam. Rencontre particulière pour lui. On va évoquer sa saison jusqu'à présent. On rappelle qu'il a quand même 34 ans, Jan Vertonghen, qu'il a 100% de temps de jeu en Ligue des Champions, qu'il a disputé à 19 des 23 rencontres du championnat portugais. Il est devenu une valeur sûre là-bas. On a retrouvé Monsieur Indestructible, qu'on connaissait durant ses belles années à Tottenham. C'est le 4e plus gros temps de jeu de l'équipe. C'est le défenseur le plus utilisé. Même s'il a été touché par le Covid, on l'a vu faire le buzz avec une petite vidéo où il portait son enfant pour s'entraîner chez lui. Donc voilà. C'était compliqué quand même de tourner la page Tottenham après tant et tant d'années passées en Angleterre, mais il a bien réussi à prendre sa place dans une équipe de Benfica par contre qui est quand même en souffrance depuis 2 ans. Ouais, moins 12 au niveau du classement, là, au niveau du général, moins 12 sur Porto, moins 6 sur le Sporting Portugal. C'est vrai qu'il a chaque fois été rassurant, qu'il a été bon chaque fois qu'on a vu jouer en Ligue des Champions en fait. Oui, c'est vrai, on le regardait d'un œil attentif. Il est vrai qu'il était dans un fauteuil, dans une défense à 3, dans un système qu'il connaît. Ici, il repasse à une défense à 2 défenseurs centraux
avec Otamendi, ben voilà, deux anciens, même si Otamendi nous a aussi chaque fois bien plu quand il devait prendre un homme bien précisément. Il est toujours quand même très sec sur l'homme et ça reste une valeur sûre, Otamendi. Mais curieux de voir, je suis pas sûr que ça puisse passer les huitièmes de finale, une charnière centrale comme celle-là, avec tout le respect que j'ai pour ces deux joueurs-là. Donc voilà, c'est quand même 14 sur 24 depuis que le nouveau coach Verissimo est arrivé. Et on sent qu'ils se cherchent. Ils ont perdu la finale de la Coupe de la Ligue. Donc c'est pas non plus la meilleure période pour Benfica. Non, c'est vrai, Verissimo, tu le disais, qui a remplacé Jorge Jesus, fin décembre, 10 matchs, 5 victoires, mais 3 défaites déjà, dont 2 face au Sporting et face à Porto, donc les deux concurrents directs. Et tu l'as évoqué aussi, ce changement de système, excite la défense à 3, passe plutôt à un 4-4-2 avec un double pivot ou un 4-3-3. Voilà. Après, pour Vertonghen, qu'est-ce que ça peut éventuellement changer? Je pense qu'il a plus ses marques dans une défense à 3, il est plus à l'aise aussi. Une défense à 4, c'est plus exigeant pour lui. Mais finalement, quand on regarde collectivement, la nomination de Verissimo, c'est aussi un aveu de la part de la direction. On est dans une saison de transition. Le titre, c'est fini. Sporting est à 12 points devant. Dans les compétitions, dans les coupes domestiques, ça a été compliqué. Et comme le disait Thomas, face à Sébastien Haller, qui est quand même le meilleur buteur de la Ligue des Champions, je leur souhaite bien du plaisir à tous les deux. Ouais, alors c'est 28 buts même en 28 matchs, il est tout simplement énorme. C'est logique qu'on parle de Benfica comme outsider du coup? C'est logique, cet Ajax est aussi brillant que celui qu'on avait vu il y a quelques années en Ligue des Champions qui avait atteint les demi-finales. Il y a eu quand même le petit traumatisme Overmars, qui est quand même l'architecte de cet Ajax-là. Tu penses que ça pourrait laisser des traces au niveau sportif? Je ne pense pas, en tout cas ça n'a pas l'air dans le championnat qui gère haut la main. Mais pour le long terme, oui, parce que de retrouver un autre marqueur. En championnat portugais, vous avez vu ce qu'ils ont mais bon, ils ont joué l'Ogre City quand même. Oui, mais l'Ajax, c'est l'Ogre Batave. Très bien, très bien. On verra ça. Je fais juste un petit tour des autres défenseurs belges. On pensait voir Conny de Winter avec la Juve. Je le disais, la défense est décimée. Le problème, c'est qu'il est aussi blessé. Ouais, blessure qui tombe au mauvais moment pour lui. Depuis longtemps, c'est depuis contre à Malmo, c'était fin décembre. Il avait rejoué, mais il s'est luxé l'épaule avec les moins de 23 ans de la Juve. Avec la Juve, il avait rejoué depuis? Ouais, avec les moins de 23. Et il s'est mais blessé. pas avec l'équipe première. Non, pas avec l'équipe première. Ouais. Et là, il y avait, comme il y a quand même 3 défenseurs centraux qui sont out, c'est Danilo qui devrait reprendre dans l'axe. Donc on s'était dit pourquoi pas de Winter, ce sera pas le cas ici. Et puis juste une dernière parenthèse concernant les défenseurs belges, en vue de ce qui va se passer dans quelques semaines, dans quelques mois avec les Diables Rouges. C'est que Vermaelen a arrêté, Alderweireld prend ses sous là-bas au Qatar. Et pour le reste... Dédric Boyata qui en ce moment est touché, qui se soigne. Pour Jason Denayer, c'est compliqué aussi. Il revient de blessure et quand on voit la saison de Lyon, c'est vraiment délicat. Donc attention à cette défense qui boite quand même un peu bas. Ouais, Théâtre, c'est le seul qui a du temps de jeu pour l'instant. Et Wout Faes, qui n'arrête pas de marquer là. Juste, mais Faes, n'a pas encore joué avec comme titulaire. Là, il aura une sélection rajeunie, quoi qu'il arrive au mois de mars. Avec des Borna aussi qu'on pourrait revoir en diable. Très bien, voilà donc pour Jan Vertonghen, on est parti pour la belle histoire du jour. La belle histoire. Et le compteur, il ne change pas, c'est évidemment Jonathan Lange qui nous parle d'un joueur au prénom Geronimo. Geronimo Rulli, ouais. C'est d'abord un prénom d'Indien qui claque, d'un guerrier apache qui est devenu surtout un sacré gardien. Geronimo Rulli, c'est un gamin de La Plata, en Argentine. C'est un gamin qui aime le foot, forcément, avec un papa bénévole à l'Estudiantes. Comme Thomas Châtel peut l'être au FC Saint-Michel, son destin est tout tracé. Et quand ses copains se prennent pour Batistuta ou Ortega, lui, il a pour idole Nicolas Taubert. C'est le gardien du coin. Rulli est doué. Il va aussi découvrir les joies du billard à 3 bandes. Juillet 2014, c'est l'heure du grand saut pour l'Europe. Mais Rulli recule un peu pour mieux sauter. Pour mieux faire parler aussi parce qu'il passe d'abord par le Deportivo Maldonado, qui rime avec TPO. Alors le Deportivo Maldonado, c'est un obscur club de D2 uruguayenne qui joue devant 300 personnes et qui rachète ses droits.
Elle prête ensuite à la Real Sociedad pour 2 ans. Et en 2016, Manchester City les rachète pour 5 millions d'euros avant de le prêter encore à la Real Sociedad. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà, ça c'est pour le côté sombre. Mais cette rubrique, c'est une belle histoire et celle de Rulli, c'est une très belle histoire avec City. On va y arriver, mais surtout avec le peuple basque. Retour en 2014, Rulli arrive un matin dans le vestiaire. Il fait la connaissance de Danel. Qui est Danel ? Un petit garçon qui souffre d'un cancer. Rulli va devenir son ami. À chaque match, c'est le même rituel. Message de Danel, réponse de Geronimo. Le gamin se sent bien, le gamin se sent mieux, au point de guérir. Alors peut-être que Rulli a des super pouvoirs. En tout cas, même à City, vous savez que tout le monde aime Rulli, alors qu'il n'a jamais joué pour les Sky Blues. Parce qu'à l'été 2020, Montpellier n'a pas les moyens de lever l'option d'achat du prêt de l'Argentin. La Real Sociedad ne veut plus de lui. Villarreal saute sur l'opportunité. Rulli joue les coupes, et notamment la Ligue Europa. Et c'est lui qui met en échec David De Gea et marque le tir au but décisif qui offre le trophée à Villarreal, pour le plus grand bonheur de Manchester City et pour le plus grand bonheur de Geronimo Rulli. Un homme au grand cœur, on l'a bien compris aussi. Merci Jonathan pour cette histoire une nouvelle fois fabuleuse avec la découverte de ces clubs méconnus, qu'ils soient africains ou sud-américains pour la plupart. On attend déjà celle de, non pas de la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Alors un petit quiz pour voir si Thomas Châtel fera mieux que Alexandre Teclac la semaine dernière. C'est pas difficile. C'est-à-dire combien de points il a marqué? Il a marqué un point. Non, c'était plus avec ça, j'ai entendu. Et un 4-1. Alors, on parlait de gardiens, les gardiens les plus capés de l'histoire de la Champions League. Attention, messieurs. Je vais vous donner des indices à chaque fois. Journaliste, FC Porto, cœur. Casillas. 1-0, ouverture du score. 177 matchs. J'ai décidé de ne pas répondre pendant 5 secondes. Schalke, Daniel Van Buiten. Neur. 125 matchs. Attention. Johan Wallem, Marbre, Thomas Nkono, Paris Saint-Germain, Juventus Turin. Buffon. 3-2, 124 matchs. 3-0. 3-2. Pour voir si tu suivais. Ok. Casque. Yves Makalambay, Arsenal. Allez, vas-y. Et Chelsea. Allez. Je te laisse. Je veux pas. Peter Cech. 111 matchs en Ligue des Champions. Et le petit dernier, Horta, Middlesbrough, Croquis Cup, FC Barcelone, Standard de Liège. Victor Valdés. 106 matchs. Donc, j'ai pas parlé. Ça fait 3-0. J'ai parlé, ça fait 3-2. Belle victoire de Thomas Châtel. C'est une grande première dans l'histoire du Champions Club. L'élégance de Vincenzo. Félicitations. Thomas, c'est pour le mettre en confiance parce que maintenant, il va devoir endosser le costume de terrain. La causerie. Comme le disent les jeunes, je t'ai mis bien, mon cher Thomas. Il est grand dans la victoire. Dans la défaite. Ralf Rangnick, désormais, nous sommes dans le vestiaire de Manchester United. Manchester qui est au Wanda Metropolitano pour y défier l'Atlético de Simeone. Voilà les gars, je voulais rapidement revenir sur le match de ce week-end, faire un tout petit débrief, parce que ce qu'on a montré contre Leeds, c'est exactement le football total que je veux voir s'installer ici. Le pressing tout-terrain, le contre-pressing, les reconversions rapides, les courses sans ballon, les courses de la deuxième ligne, le réalisme devant le but et les remplaçants qui font la diff, Fred et Elanga. Face à l'Atlético, il faudra être aussi réaliste sur les 2 matchs. Il ne faudra surtout pas se jeter dans la gueule du loup Simeone. Avec toi, Cristiano, en faux neuf sans doute, insaisissable, mais parfois aussi en point de fixation, en vrai neuf. Avec toi, Bruno, qui surgit de la deuxième ligne sur les déviations de Cristiano. Avec vous deux, Sancho, Elanga ou Lingard, pour provoquer en 1 contre 1. Avec vous deux, Paul et McTominay, qui devraient gagner le combat physique qu'El Cholo nous imposera au milieu. Face à Herrera et Koke, je pense. Avec vous deux, enfin, Varane, Maguire, en évitant de se laisser aspirer par Joao Félix ou de tomber dans les provocations de Suarez. Et enfin, les gars, je vais terminer sur notre adversaire. Cet Atlético, il est malade. Nous devons maintenir cet Atlético la tête sous l'eau. La tête d'El Cholo ne tient plus qu'à un fil. Toute l'Europe le sait, sauf peut-être le rédacteur en chef des sports de la DH. Notre seule mission est de couper ce fil. Pas mal, excellent. Merci Thomas. Tu peux l'applaudir. Hein. Non, Écoute, bravo, non, mais on s'y croit. voilà,
Tu t'es Harry Maguire. Qu'est-ce que t'as un discours comme ça? Qu'est-ce que tu te dis là? T'es prêt? Ah, je vais placer ma tête sur corner comme j'ai fait ce week-end. Voilà. On verra si ça se passera comme ça mercredi au Wanda Metropolitano. Merci à Ralph Thomas Châtel-Ranknick. C'est parti pour le débat. Ça va batailler. Choisis ton camp. Ils s'apprécient, ils sont désormais adversaires l'espace d'une minute chacun. La question du jour, elle nous amène justement à Diego Simeone, l'art du teasing de Thomas Châtel. Est-ce la fin de l'ère Simeone à l'Atlético? Non, dit Jonathan Lange. Ouais, je dois vous dire que je suis déçu. Ainsi donc, Thomas Châtel est lui aussi adepte du court-termisme. Parce que l'Atlético connaît quelques difficultés, il faudrait virer Simeone alors qu'il vient de gagner 3-0 à Osasuna. Ah, Thomas, il doit avoir la mémoire un peu courte. On va aller lui rafraîchir. Qui a été champion d'Espagne l'année dernière? L'Atlético. Qui a fait d'un club de losers un très grand d'Espagne capable de briser l'hégémonie du Real et du Barça? Diego Simeone. Ça, c'est pour les lettres. Il y a les chiffres aussi. En voici 3. Simeone tourne en Liga à plus de 2 points de moyenne par match. Simeone, c'est 7 trophées. Simeone, c'est 2 finales de Ligue des Champions. Elle est là, sa dernière obsession. Sa dernière ambition. Et c'est un homme de coup, un homme de coupe qui peut le faire. Et puis pour le remplacer, on fait quoi? On met qui? On fait comment l'Atlético compte s'y prendre pour tourner la plus belle page de son histoire? Ils vont faire comme Arsenal avec Wenger, comme Manchester United avec Ferguson. Qui accepte un héritage, on accepte les charges et il faudra être très bien préparé pour passer après Simeone. Oh là là, moi je suis chauffé là. Oh là 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 là. Là, je vois pas comment Thomas Châtel va pouvoir s'en sortir. Il a malgré tout quand même une minute pour étayer ses propos, ses arguments. C'est parti. Lui, il dit oui, c'est la fin de l'ère Simeone à l'Atlético. Tu veux des chiffres? Les stats font mal aux yeux. 5e en Liga. 13e, donc pas en Ligue des Champions. 13 points sur 21 en Liga en 2022. 13 points sur 21. 34 buts concédés cette saison. 13e pire défense de Liga. Éliminé en 8e de la Coupe du Roi. Éliminé en demi de Supercoupe. Perdu la semaine passée face à la Lanterne Rouge Levante. Sans marquer un but face à la pire défense de Liga. N'en jetez plus. La coupe qu'ils ne gagneront donc pas est pleine. Enfin si, ajoutons quand même une qualif à l'arrache et tout sauf mérité pour ces 8e de finale de Ligue des Champions. Vous confirmez, Vincenzo? Je confirme. Et aussi, une relation conflictuelle avec pratiquement tous ses joueurs, notamment João Félix. Et le Cholo a donc tenté un virage vers un jeu plus léché, construit avec des profils comme João Félix ou Lemar, mais il en a perdu son identité et tente maintenant de revenir aux bases. Seulement voilà, le citron est pressé, il est broyé par un homme qui aura marqué ce club, je concède, qui est devenu le symbole de cet Atlético, mais qui doit maintenant le laisser respirer et voler de ses propres ailes. Mais aussi se prouver à lui-même. Normalement, on peut pas vous écouter. C'est terminé. Ce n'est pas uniquement l'Atlético. Ok, faites votre choix à la maison, vous nous écoutez, vous laissez vos commentaires aussi en dessous des vidéos si vous nous regardez dans le Champions Club, ça a été tendu. Sincèrement, je suis partagé. J'ai un point de pénalité parce que j'ai été trop long. Voilà. Il faut s'adapter, c'est une émission dynamique, vous le savez. On termine par les pronos, tiens. Les pronos. Je dois bien l'avouer, j'ai mal commencé cette année parce que j'ai fait 1 sur 4, je viens de perdre pour la première fois dans un quiz. Faut se reprendre, Vincenzo. Ça arrive à tout le monde, des petits coups de mou. Même si tout ça a été un petit peu truqué, désolé de vous l'apprendre. Alors, la semaine dernière, 1 petit point sur 4 de mon côté. Alex, 2 points sur 4 et Jonathan Lange haut la main, 3 sur 4, c'est pas mal du tout, franchement. 4 matchs, 4 pronostics, vous le connaissez, ce pronopix.be, vous surfez sur le site internet et vous participez, vous tentez votre chance, il y a plein de jolis prix à gagner. On y va, 1 X ou 2, Chelsea, Lille, Thomas. 1 aussi, on est tous d'accord. Villarreal, Juve. X aussi. 1, victoire espagnole. Et puis mercredi, Atlético Manu. Thomas. X. Partage. X aussi. Partage. Et je vais dire X également. Et puis on terminera avec Benfica Ajax, le tour dans l'autre sens. Jonathan. 2. Victoire de l'Ajax et victoire de l'Ajax. On espère voir du spectacle, quoi qu'il arrive, dans ces 4 rencontres de Ligue des Champions. Le multi-live à 20h15 sur Pix Plus Sport. Merci Jonathan. Merci à tous. Merci Thomas. Ciao. Donc rendez-vous non pas lundi prochain, mais lundi d'après pour les 8e de finale. Retour. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao.